Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Girassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce lundi matin. Nous sommes le 29 juin 2020. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. Et c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée depuis plus de 10 ans. Vous nous écoutez partout en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Kakandé. Vous nous écoutez dans ces localités sur 99.7. Si vous êtes sur Facebook, grâce à Cela Média, plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter. C'est que je vous recommande fortement d'ailleurs en dernière semaine pour le compte, évidemment, de cette saison. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, si vous voulez bien réagir, vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons nous intéresser évidemment à vos sujets, à vos réactions dans la deuxième partie de cette émission avec cette équipe, avec vous. Bienvenue, bonjour mon cher Tambaza Kalimi Milimuno. Bonjour Lamine, bonjour. Je parle comme un Kissien ce matin. Zakali Milimono. Les Kissiens, ils parlent comment? Jacques en plus. L'accent de la Guinée forestière. Ce n'est pas une attaque. Vous avez prononcé le Z. Oui, c'est ça. Donc c'est pas Kissien. Ça, c'est pas Kissien. Comment on prononce alors? C'est Sakali. Sakali. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de Z, il n'y a pas de R. Ok. En Kissi, c'est le L et le S. Voilà. Bonjour, Sak. Et finalement, on dit Saki. Je donne le moyen de déformer mon nom. Mais bien sûr. Bien, comment ça va ce matin, Jacques? Ça va, Dieu merci, ça va. Oui, on apprend. J'ai eu le secrétaire général du syndicat des enseignants ce matin, des enseignants des écoles privées évidemment, parce que c'est la reprise aujourd'hui, mon cher Jacques-Harry. Écoute, Lamine, ça, ce sont vraiment des questions qui se posent avec grande acuité. Ouais. Grande acuité, ce serait même intéressant que l'on puisse avoir les noms. Non, même docteur docteur Bano. D'accord, oui. Ouais. On va essayer de l'appeler. Oui. Tenez, on va essayer de l'appeler pour commencer l'émission. Parce que il y a une série de questions qui se posent. Tout à l'heure, on va parler des mesures d'accompagnement, de l'effectivité de la reprise, parce que vous avez suivi, il y a eu des étudiants et même des parents qui ont dit: nous, on n'enverra pas nos enfants dans ces conditions pour éviter justement qu'ils attrapent le Covid-19. Donc, il y a ces cas sur lesquels on pourra revenir d'ailleurs ce matin. Mais, Lamine, il y a de véritables autres questions qui restent posées. Dans le secteur privé, il faut quand même rappeler que certains enseignants n'ont perçu de primes, de salaire, que à partir du mois de janvier. Depuis janvier, donc vous avez compté février, mars, avril jusqu'à juin, ils n'ont rien reçu du tout. Or, dans la plupart des cas, les fondateurs d'universités ont reçu leur part, dans la plupart des cas. Et donc, vous voyez bien que finalement, l'enseignant qui arrive attend bien sûr qu'il puisse être pris en charge, mais ils ont simplement été abandonnés. Et ça, c'est un constat général. Ça sort du lot, le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Ce qui s'est passé à ce niveau n'est pas vraiment acceptable. Parce que tout simplement, on ne s'est pas soucié du travailleur. Il y a eu des entreprises ici où vous avez vu les employeurs fournir un effort pour accompagner un tel, des employés jusqu'à une certaine mesure. Ce n'est pas le cas des écoles privées dans leur grande majorité. Donc, premier constat d'abandon, depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu cet accompagnement. Et puis, les enseignants ont tiré le diable par la queue. Personnellement... Je posais la question ce matin à Léno, à savoir est-ce que c'est des intermittents finalement? Bien, on est des permanents. Ok, mais comment est-ce possible? Moi, c'est la grosse question que je me pose ce matin. Il y a des permanents. Je connais des écoles où il y a vraiment des permanents. Même quand ils vont en vacances, ils sont pris en charge par ces écoles-là. J'en connais, c'est vraiment des écoles à féliciter. Ici, il y a des écoles comme ça. Je connais le cas d'Emmaüs. Je connais quelques autres écoles de la place. Il y a des enseignants vraiment qui sont là, contractualisés d'une façon permanente, qui sont pris en charge, qu'il y ait des cours ou pas, qu'il y ait des vacances ou pas. Ce sont des employés qui sont même à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, il y a de ces écoles sérieuses. Mais
Ces écoles de businessmen, un grand commerçant qui a eu un peu d'argent, qui s'est dit, tiens, dans les écoles, il peut y avoir de l'argent. Eux, ils s'en foutent, hein. C'est pas leur problème. Pour eux, on a dit, année, c'est ça. On a dit, tu es contractuel, tu travailles pour 1 heure, on te paye 1 heure. Ça s'arrête là. Ce management scolaire qu'il faille mettre en place, il ne s'en préoccupe pas du tout. Et c'est le premier volet de la misère au niveau de ces enseignants du privé. Deuxième aspect important. Lamine, on a dit, on reprend les cours. Et les mesures de distanciation sociale doivent être respectées. Ouais. On a dit au primaire, ce sont les classes d'examen. Comme au secondaire, c'est le même cas. À l'université, ce sera pareil. Les questions de distanciation sociale vont devoir être respectées. Le gros souci aujourd'hui, c'est comment vous faites pour un enseignant qui avait 8 heures de cours pour une classe de 100 personnes, qui va désormais être divisé en 3 par exemple. Pour que les mesures de distanciation sociale soient respectées, il faudra pour une salle de 100 étudiants, 3 classes. Ce qui veut dire que désormais, de 8 heures, on va passer à 24 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette prise en charge? Parce qu'il y aura une véritable incidence sur les frais, les primes des enseignants à ce niveau. Ouais. Et les fondateurs, je ne crois pas, à date, qu'ils soient prêts à consentir cet effort. Parce que malheureusement, les prix, les frais de scolarité sont restés identiques, mais les charges pour les fondateurs vont décupler, parfois même quintupler. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces enseignants? Je pense que là, la question reste majeure et c'est intéressant d'avoir Dr Bano justement. Justement, Dr Bano, en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, Dr Bano. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Lewalino. Alors, docteur, on a entendu les conditions dans lesquelles ces cours-là reprennent. D'abord, vous, gouvernement, vous exigez que la distanciation sociale, les gestes barrières soient respectés. Et de l'autre côté, il y a cette question. Moi, je voudrais qu'on commence par ça parce que le commentaire de Tamba est tout à fait juste. Le volume horaire des enseignants qui va devoir augmenter aussi bien pour le public que pour le privé. Comment est-ce qu'il est prévu au niveau du département pour gérer ceci? Alors, on ne fait pas un emploi du temps à partir du ministère. L'idée, c'est de demander à chaque école, et c'est ce qui a été fait, de regarder en fonction de ses propres réalités pour avoir un emploi du temps qui doit permettre de récupérer le volume horaire perdu. Ce volume horaire perdu, on l'a déjà calculé. Il est de 314 heures au niveau du secondaire et il est de 240 heures au niveau du primaire. Nous cherchons donc à ce que sur l'ensemble du territoire national, que les gens puissent récupérer ce volume horaire. Ça, c'est la disposition principale par rapport à l'agenda, par rapport à l'emploi du temps. Oui. Là, c'est du volume horaire perdu que vous parlez. Oui. Mais si l'on doit respecter les mesures de distanciation sociale, on en parlait tout à l'heure, une des incidences, c'est justement que ce volume d'horaire, s'il est de 8 heures par exemple, qu'il s'étale en raison du fait simplement qu'il y aura plus de classes que d'habitude. Est-ce que cette réalité est prise en compte par le département? Oui, effectivement. Alors, première des choses, c'est que toutes les matières qui ne sont pas, disons, fondamentales au moment des examens, nous avons demandé à ce que, à sursoir à la, comment on appelle ça, à la formation dans ce domaine. Première des choses. Deuxième des choses, on a demandé qu'il y ait une modification, des ajustements par rapport au volume horaire, pour tenir compte de l'ensemble de ces problèmes que vous soulevez là. Voilà, ce sont les deux dispositions que nous avons eu à prendre au niveau du ministère pour permettre en réalité d'atteindre ce résultat. Docteur Bano, donc en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques Lewalino. Voilà, alors concrètement, dans un établissement, par exemple, où il y a 2 professeurs de mathématiques, je prends un exemple comme ça, qui doivent donc tenir les 10e années et les classes de terminale, lorsqu'ils vont devoir dispenser des cours dans une classe qui se retrouve démultipliée, donc à 3 ou 2, comme ça, comment on fait pour l'aider concrètement? Alors, en fait, vous êtes dans une interrogation en prenant toujours les cas les plus compliqués et les plus difficiles.
ceux pour lesquels probablement on ne rencontrera jamais le cas. Il est difficile pour moi de vous dire, dans ma position de ministre, disons que dans une école, il y a 2 professeurs de mathématiques, il y a X nombre de salles de classe. Non. Vous savez, quand même, il y a un dispositif pédagogique. Et toutes les directions de toutes les écoles de Guinée savent comment on aménage un emploi du temps. Je ne peux pas vous donner un emploi de temps particulier pour l'ensemble du système éducatif. Il y aura des emplois du temps adaptés à chaque réalité, en fonction des ressources humaines disponibles. Voilà. D'accord, monsieur le ministre, au-delà du nombre, du volume horaire et du nombre d'élèves à devoir se répartir, il y a aussi cette question qui est liée aux mesures qui doivent être prises, donc aux préalables que le chef de l'État a d'ailleurs annoncé dans son discours, les préalables qui sont importants pour que les écoles, les classes d'examen ne soient pas aussi des foyers de propagation du nouveau coronavirus. Alors, est-ce que vous avez une équipe pour vous rassurer sur le terrain que toutes ces mesures sont prises, à savoir les kits de lavage de mains disponibles, les thermoflash à l'entrée des différentes salles de classe et autres mesures à l'interne qui pourraient donc contribuer à limiter la propagation du virus? Alors, je peux vous rassurer. D'abord, nous avons bénéficié au niveau du MENA d'un accompagnement du Programme mondial de l'éducation de 8 millions de dollars donné à l'UNICEF, qui est en charge d'acheter les kits, les savons, l'ensemble du matériel nécessaire pour la sécurité sanitaire. Nous sommes en train de faire ce déploiement. Saloum est terminé. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer toutes les autres communes de la ville de Conakry. Nous avons un programme que nous suivons au jour le jour, avec un tableau Excel qui permet de dire à chaque moment quelle est l'école qui a été fournie et quelle est l'école qui n'a pas été fournie. Nous avons reçu aussi un accompagnement d'autres partenaires, Plan International, des sociétés minières, mais aussi l'ANS. Nous avons un ensemble, et aujourd'hui il est prévu une réunion au ministère des Finances pour avoir un autre accompagnement de l'État guinéen. C'est pour cela que le communiqué que nous avons donné, que nous avons fait diffuser hier est très clair. Les écoles qui sont en position d'ouvrir, en respectant à la fois le dispositif sanitaire et le dispositif pédagogique, ils sont autorisés à ouvrir à partir de ce lundi. Et nous allons étaler l'ouverture du lundi jusqu'au lundi prochain. Ça veut dire qu'aucune direction, aucune institution ne peut se permettre d'ouvrir sans avoir eu le matériel et sans avoir mis l'ensemble des dispositifs nécessaires pour la sécurité sanitaire. Donc, il y aura un quitus que le département donnera à toute école habilitée à ouvrir ses classes. Si pour une raison ou une autre, une direction d'école se hasarde d'ouvrir une école sans respecter les conditions, le directeur aura réglé son problème. En clair. Les questions sanitaires, on ne peut pas jouer avec. Parce qu'il y va à la fois d'une question de santé publique, mais c'est aussi une question liée aux familles. Personne ne peut prendre la responsabilité d'ouvrir une école sans respecter les mesures sanitaires et toutes les mesures de sécurité sanitaire. C'est une obligation pour toutes les écoles de Guinée. Et je pense, Dr Bano, peut-être que nous en parlerons plus tard, mais je porte à votre connaissance que au niveau des écoles, de certaines écoles privées, il va falloir être un peu plus prudent et être assez prompt dans les vérifications, dans les différentes enquêtes sur le terrain. Parce que au niveau de certaines écoles privées, on a tendance à mettre dans le panier des parents d'élèves et toutes les charges liées donc non seulement à l'assainissement des différentes salles de classe, à l'achat des kits de protection, des kits de lavage des mains par exemple. Tout cela, on a envie de mettre tout cela dans le panier des différents parents d'élèves. Or, à vous entendre, c'est l'État qui prend l'entière responsabilité de fournir ces matériels-là aux différentes écoles. Donc, il faudrait mener... Non, attention. Oui, allez-y. Pour les écoles publiques, l'intégralité de la charge incombe à l'État guinéen. Ah oui. Et les écoles privées, pour les écoles privées, nous faisons un accompagnement. Par exemple, pour les thermoflash qui ne sont pas disponibles, dont on ne peut pas trouver sur le marché, nous avons pris la responsabilité sur nous de partager une partie de notre dotation et de demander aussi à l'ANS de nous accompagner dans ce domaine pour
pouvoir aider les fondateurs des écoles privées pour le matériel dont ils ne sont pas en capacité de mettre à disposition. Mais nous ne pouvons pas, comme État, nous substituer à l'intégralité des écoles privées de Guinée en leur fournissant l'intégralité du matériel nécessaire à la sécurité sanitaire. Je vous comprends. Oui. Donc Bano, pas d'engagement en fait. Je vous comprends, Dr Bano. Mais, du côté du ministère. Oui, mais quand on parle, Dr Bano, de sécurité sanitaire, il n'y a pas une gestion privée de la question de la pandémie. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de distinction. La pandémie est gérée par l'État. Il y a plus de 2 semaines que tous les fondateurs ont reçu une circulaire rédigée par le ministère demandant à toutes les écoles de prendre les dispositions idoines pour pouvoir ouvrir. Et le communiqué que nous avons passé est très clair. Si vous n'avez pas la capacité de mettre en place l'intégralité du dispositif, vous n'ouvrez pas. Et si pour une raison ou une autre, vous avez vraiment des difficultés à pouvoir trouver des kits de lavage, du savon, il est préférable de nous informer. Mais vous ne pouvez, aucun ne peut ouvrir en arguant le fait que je ne peux pas mettre de l'eau. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, docteur, il y a quand même ces 2 préoccupations qui sont miennes. Je me pose... Je suis en train de vérifier des écoles. Hein. Ah d'accord. Si on peut aller un peu vite. Non, en fait, je pose rapidement justement cette justement en parlant des écoles privées. Ce suivi, comment vous pouvez suivre qu'une école a observé ces mesures ou qu'elle ne les a pas observées? Est-ce qu'il y a une sorte de police pour observer ces principes? La première question. La deuxième question. Tout le personnel du ministère est déployé. Ah d'accord. La police. Oui. D'accord. Pour tout le monde. Alors, on va regarder le tout et on va fouiner partout parce que c'est une question de sécurité sanitaire. Encore une fois de plus, on ne peut pas jouer avec ça. Alors pour le privé, parce que vous avez dit pour les mesures sanitaires que vous les accompagnez, il y a quand même une crise parce que des enseignants de ce secteur ne voudraient pas reprendre des cours parce qu'ils sont en conflit avec certains fondateurs. Dites-nous, est-ce que le département a un rôle prépondérant à jouer là-dedans? Écoutez, on a rencontré les fondateurs. On a échangé avec eux. Oui. En fait, il n'y a pas une école privée en Guinée. Il y a des écoles. Il y a plusieurs catégories. Vous avez des écoles privées dont l'assiette financière est suffisamment grande qui leur permet en fait de faire face. Ouais. Ensuite, vous avez des écoles de 2e catégorie. Vous avez des écoles de 3e, de 4e catégorie. C'est un monde très particulier où vous avez plusieurs catégories. Vous n'avez pas un enseignant dans les écoles privées. Vous avez des catégories d'enseignants. Vous avez dedans du personnel, comment on appelle ça, du personnel permanent utilisé par l'école. Vous avez des vacataires. Dans ces vacataires, vous avez des gens qui viennent du public pour aller enseigner dans le privé. Donc, il y a plusieurs catégories. Ce qui fait que ce qu'on a décidé avec les fondateurs, c'est que chaque fondateur doit s'arranger en tenant compte des réalités de son école, de sa capacité financière, de pouvoir dédommager, de trouver une formule qui permette en réalité de régler son problème. Oui. Ce que nous avons pu faire comme ministère, c'est que nous avons reçu des dons des partenaires, du riz, des oignons et puis des produits pharmaceutiques. Nous avons décidé, et des kits, nous avons décidé de prendre tous les dons que nous avons reçus et de les mettre à la disposition des fondateurs pour leur demander utilisez ça pour accompagner vos enseignants. C'est la seule chose dont on est capable de faire aujourd'hui parce que même si l'État voulait accompagner financièrement les écoles privées, il manque aujourd'hui une base de données fiable permettant de distinguer les différentes catégories et d'avoir une idée exacte de l'effort financier que l'État pourrait faire. Dans une situation pareille, quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas agir. Ouais. Donc, pour le moment, c'est une question qui reste en suspens, en fait. Ça veut dire que vous êtes incapable, aujourd'hui, je parle du département, évidemment, de faire quoi que ce soit en ce qui concerne les écoles privées. C'est cela? C'est ce que vous essayez de nous faire dire? On a fait ce qu'on a pu. Oui. C'est-à-dire qu'on a rencontré le fondateur. Ouais. On les a sensibilisés. On leur a demandé de regarder chacun dans son école pour prendre des dispositions pour essayer de résoudre le problème à l'interne. Ouais. Parce que chaque cas est spécifique. Ouais. Deuxième des choses, nous mettons à la disposition ce que nous possédons pour aider les fondateurs à régler leurs problèmes.
Bien. Mais nous ne pouvons pas, dans les conditions actuelles, aller au-delà de cette situation-là. Oui. Ouais. C'est un abus d'impuissance, on a compris. Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, bon, les enseignants, d'accord, ils dépendent du fondateur. Le fondateur, c'est son entreprise. Mais les élèves qui y vont sont les élèves de la République. Et s'ils doivent être évalués avec, en fin d'année, c'est les mêmes sujets qu'on va choisir avec ceux du public. Vous ne vous dites pas qu'il y a matière. Il n'y aura pas de grève dans le secteur de l'enseignement privé. Pour la simple et unique raison qu'en réalité, vous avez un groupe parmi les groupes qui sont à l'intérieur qui, en fait, souhaite aller à la grève. Et cet élément est minoritaire par rapport à l'ensemble. Il y a de très fortes chances. En réalité, il ne faut pas donner trop de visibilité à un phénomène qui est marginal par rapport au système. Oula, on a bien compris. Il nous demande gentiment, en fait, de censurer ces enseignants. Mais oui, Moussa, je suis désolé. Mais si, c'est ce que vous essayez de nous demander gentiment en direct en plus. Allez-y, Moussa Moïse. Docteur Bano, vous avez fait un excellent travail au niveau de l'enseignement supérieur. Ça fait grincer des dents au niveau d'un nombre important de fondateurs de certaines universités privées. D'ailleurs, beaucoup sont mortes de leur belle mort. On n'entend plus parler de certaines universités privées, comme quoi c'était du commerce. Alors, est-ce qu'au niveau des écoles privées, là je parle du pré-universitaire, est-ce qu'il ne va pas falloir engager le même nettoyage ? Parce que les écoles privées, au niveau du prix universitaire, abondent et la qualité des cours reste à désirer. Ça reste à désirer dans certaines écoles. Bien. Deux choses. Comparaison n'est pas raison. La réalité du privé supérieur et la réalité du privé au niveau du secondaire, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, lors de notre rencontre, j'ai proposé aux fondateurs, en leur disant, dès que nous allons terminer cette étape, nous allons faire un état des lieux. Vous savez, s'il n'y a pas d'évidence, on ne peut pas prendre de décisions éclairées. Nous allons faire un état des lieux. Nous allons faire une cartographie totale, complète, sur l'ensemble des paramètres qui sont dans les écoles privées de Guinée. Elles sont combien? Combien ont des agréments? Le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, le profil des enseignants, leur catégorisation, le coût. L'ensemble des paramètres, nous allons regarder l'ensemble des paramètres. À partir du moment où on fera l'état des lieux, il sera possible de discuter avec le fondateur et avec l'État pour voir dans quelle mesure il est possible d'améliorer le fonctionnement des écoles privées. En réalité, c'est l'intégralité du système éducatif guinéen qu'il faut reformer, ajuster pour s'assurer qu'il produit de la qualité et non pas des étudiants ou des élèves qui ne sont pas capables de réaliser les activités pour lesquelles ils ont été formés. Docteur Bano Bari, en direct ce matin. Merci beaucoup, docteur, et surtout un bon courage. C'est à moi de vous remercier. Bon courage, au revoir. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Avec toute l'équipe, évidemment, du côté de la régie, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, chose promise, chose due, élèves, étudiants et encadreurs, donc renoue avec l'école ce lundi sur l'ensemble du territoire guinéen. La mesure qui fait suite, évidemment, à la dernière adresse du chef de l'État est rendue opérationnelle, il faut le dire, grâce au département sectoriel, suivant un chronogramme qui s'engage donc ce matin avec les classes d'examen et les universités. Outre les nombreuses réserves soulevées donc par ces annonces, l'essentiel du débat fait focus évidemment sur les mesures sanitaires d'accompagnement à la rouverture. On essaie de comprendre ce matin. Qu'en est-il des mesures prises? Sont-elles suffisantes pour faire barrière à l'épidémie? Constat ce matin sur le terrain, évidemment avec nos reporters ici à Conakry et en région. Et vous entendiez, vous avez entendu, donc vous avez écouté Dr Bano Bari dans la première partie de cette émission. Cancan, la jeunesse ne décolère pas, la capitale du Nabaya, entre ce lundi
dans sa deuxième semaine de protestation contre les forfaits du courant électrique. Malgré l'arrivée en sauveteur du ministre de l'administration du territoire et une forte délégation, une forte campagne de sensibilisation médiatique, ceux qui veulent en découdre restent en nombre important. On essaie de comprendre ce matin du côté de Cancan, d'où nous allons joindre évidemment notre correspondant sur place. On a écouté Dr Banobari, mon cher Moussa Moïsi. On a écouté Dr Banobari. Il faut savoir que Dr Banobari, au moins, lui, ce n'est pas une sorte de novice, c'est pas un profane. Ouais. C'est un initié, donc il vient dans un département qu'il connaît pour avoir quand même eu la chance de mener des enquêtes, des missions qui lui ont été confiées donc par la présidente de la République. Ouais. Donc il connaît les mots de notre système éducatif. C'est vrai. Vous savez, il y a quelque chose que j'apprécie au niveau du ministère. Il y a que même en temps de guerre, cette sève nourricière qui permet de façonner les mondes d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire l'instruction, l'enseignement, cette sève nourricière ne doit pas du tout tarir. Ouais. Il faudrait toujours créer une sorte de contexte pour que le lien pédagogique entre ce que nous faisons aujourd'hui et la Guinée de demain puisse exister. Et cela passe par l'enseignement, cela passe par l'instruction. Donc les écoles, même si nous sommes en pleine pandémie, ne devraient pas, même si elles fermaient, il faudrait trouver toujours un autre moyen. C'est pourquoi j'ai apprécié ces cours à distance, même s'il y avait des choses à redire, mais j'ai bien apprécié cela. Ouais. Dr Bano doit comprendre que la question sanitaire, la question de la crise sanitaire est une question primordiale. Tous les États du monde, les plus grandes puissances, ont été amenés donc à prendre des mesures drastiques au niveau de l'enseignement. Mais lorsqu'on décide d'ouvrir les écoles, ce sont les écoles de la République qu'on ouvre. Ce ne sont pas les écoles privées, les écoles du public. Justement, les grandes gueules. Parce qu'il a l'air quand même à banaliser un petit peu cette grève des professeurs. Donc toutes ces écoles, quelles que soient les distinctions, quel que soit leur statut, doivent bénéficier de l'accompagnement au même titre que les écoles, surtout les écoles privées, doivent bénéficier des mêmes accompagnements que les écoles publiques. Pourquoi? Parce que ces accompagnements viennent dans un cadre bien précis, lié donc à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Si on fait ce distinguo entre les différentes écoles, les écoles privées, certaines dont les fondateurs sont assez avares, n'ont pas du tout conscience du rôle qu'ils doivent jouer, et bien certaines écoles privées peuvent être des foyers de propagation du coronavirus. C'est pourquoi l'État, dans son rôle primordial, parce que c'est quand même cette autorité-là qui lutte contre cette pandémie, il n'y a pas une gestion privée de la crise sanitaire. Donc cet État doit être présent partout, aux portes de toutes les écoles, et s'il y a des accompagnements à faire, les faire au même pied d'égalité. Parce que ça permettra à ces étudiants, à ces élèves plutôt qui sont dans ces écoles privées, de savoir que ils sont aussi, ils comptent pour la République et qu'ils sont également pris en compte. Moi, j'aimerais aussi amener Dr Bano à ne pas négliger la lutte que certains enseignants du privé sont en train de mener. Justement. Ce sont des martyrs de la République. Ils tirent le diable par la queue. Vous savez, tellement ils sont lamentables, entre guillemets, tellement ils sont laissés pour compte dans le combat qui a été mené depuis lors par le syndicat, notamment le SLEG. Ils ont été obligés à un moment donné de dire on parle, on ne nous écoute pas, on crie, on ne nous écoute pas. Nous parlons, mais c'est comme si nous étions à faune. C'est comme si nous prêchions dans le désert. Alors on va se greffer au SLEG, parce que eux, quand ils parlent, tout de suite, on les entend s'arrêter quelque part, quand même quand ils parlent. Donc on va les se greffer. À un moment donné, ils sont venus même vers le SLEG pour qu'on puisse les accueillir. Ce sont aussi des enseignants qui participent à l'instruction des élèves. Donc on doit prendre en compte leurs revendications, puisqu'ils font face à certains fondateurs qui manquent de scrupules. Vous ne pouvez pas prendre 3 mois, 4 mois de scolarité des mains des parents d'élèves et être incapable de reverser un tant soit peu quelque chose à ces enseignants en période de vache maigre. Moi, je trouve qu'il y a des enseignants, il y a des fondateurs de certaines écoles privées qui manquent de scrupules. Mais il a dit des choses quand même ce matin en ce qui concerne ces enseignants, parce qu'il parle des vacataires. Moi, je parlais ce matin à Lino que j'ai eu dans le morning, et je lui ai posé la question en ce qui concerne les histoires de contrats. Il me dit, mais non, c'est des contrats souvent verbaux. Donc, non, c'est ce qu'il m'a dit. Mais ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, mais comme il a dit, les grandes gueules. À mon avis, c'est aussi marginal tout ça. C'est aussi marginal. Il faut voir le droit, les droits. Je comprends très bien. En fait, le ministère ne doit pas laisser pour compte ses enseignants, parce que de toute façon, c'est des enseignants. S'il y a un impact, il faut qu'ils comprennent que ce sont des élèves de la République qui risquent de ne pas bénéficier d'instruction. Ils risquent de ne pas être enseignés. Ce ne sont pas des sous-guinéens. Ça peut avoir des incidences. Dernière chose à développer. Vous savez, en Guinée, il existe un institut national de recherche et d'action pédagogique, l'INRAP. C'est la cheville ouvrière
de notre système éducatif normalement. C'est eux qui accouchent les programmes, qui essayent de savoir qu'est-ce qu'on va injecter dans la matière grise de chaque élève. Cet institut-là, il faudrait qu'on le retravaille. Ouais. Il faut que Dr Bano se penche sur cet institut, qu'on puisse repenser notre programme d'enseignement, parce que je vous dis une chose, moi j'en ai marre, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre la France ou quoi que ce soit, mais les Napoléon, Bonaparte et autres, qu'on ne bourre pas le crâne avec. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va enseigner à nos enfants, ce qu'on va enseigner aux élèves. Lui, Lamine, vous écarquez les yeux, mais regardez-moi bien. Il faut qu'on arrête le mimétisme dans notre système éducatif. Ça n'a pas de sens. Voilà. Le moteur allumé. Les chercheurs sont là. Il ne manque pas de compétences. Avec un accompagnement du ministère, ils peuvent nous mettre en place un système éducatif avec des programmes qui répondent à notre réalité et qui épousent, bien entendu, les exigences de la modernité, donc qui s'ouvrent au monde entier. Mais si nous sommes dans une sorte de... Qui vous a demandé un seul jour? Allez, Moussa, merci beaucoup. Allez-y, Tamba, voilà. Là, c'est le nationalisme qui prend le... Non. Allez, vas-y, Moussa. Allez-y, Tamba. Je commence par dire non. Parce que ce qu'il dit est à tout son sens. Moussa Moïse, je suis à fond derrière toi. J'ai pas dit... Tout ça, je savais, voilà. À 100%. Ben oui. À 100%. Non, je veux commencer par dire que Dr Bano, mais aussi le ministre en charge de l'enseignement supérieur, font face à ce qu'on appelle un baptême de feu. Ils arrivent, mais en pleine crise, due au Covid-19, et on leur demande reprenez les cours. Reprenez les cours dans le contexte que vous savez. Je veux commencer par préciser que l'éducation ne fait pas exception quand on parle de secteur privé en Guinée. Vous savez, l'informalité couvre le secteur privé guinéen. Ce qui veut dire que parfois vous allez trouver des écoles en fait qui ouvrent sur le territoire guinéen sans que même le département ne soit au courant. Oui, Lamine. Sans blague. Mais je vous dis, il y a des cabanes que vous trouvez ici même à Conakry. Le gars, il a tenté de construire sa maison. Il n'a pas réussi, il n'a plus eu tous les fonds. La maison même, vous la voyez, elle n'attend que de s'écrouler. On y injecte des enfants. Et il y a des parents quand même qui y envoient les enfants. On dit, école, on met le nom de sa grand-mère. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, on met des gens qui viennent, qui payent. Et puis, ça va. Je vous le dis, et d'ailleurs, c'était Kaokare à l'époque qui avait souligné cette réalité. Dans la commune de Matoto, précisait-il à l'époque, il y avait des écoles privées qui n'étaient pas connues. Donc, des écoles clandestines. Mais des écoles connues de l'État. Clandestines qui existaient, qui existent encore. Je pense que ce toilettage important. Je commence par cette précision pour dire tout simplement que c'est un contexte particulier, doublé de la situation due au Covid-19, que désormais ces ministres-là doivent embrasser. Ça, c'est une réalité. Moi, je loue la proactivité de départ. C'est-à-dire qu'on rencontre des fondateurs, on les sensibilise, même si sur la sensibilisation, je pense qu'il y a un penchant, il y a un pendant restant qu'il va falloir assumer, celui de préparer même les encadreurs les plus directs avec les élèves par rapport au comportement à avoir, par rapport au suivi à apporter dans l'observance des règles d'hygiène, les mesures barrières. Je pense qu'il faut y aller. C'est ce qui va garantir, à mon avis, une meilleure efficacité dans ces mesures qui ont été édictées jusque-là, à la fois par l'ANSS et par les ministères sectoriels. De l'autre côté, Dr Bano nous l'a dit d'une manière assez précise. Pas de statistiques qui permettent d'avoir une photographie exacte et précise de ce secteur-là. Et donc, quelles mesures intelligentes et rationnelles vous pouvez prendre par rapport à cela? Voici un autre problème réel que nous avons. Je suis d'accord avec une chose, et il m'en reste une d'ailleurs. Je suis d'accord avec une chose, c'est de dire que le ministère en charge de l'éducation nationale, c'est lui qui s'occupe de l'éducation au niveau préscolaire, au niveau scolaire, et voilà, donc au niveau secondaire aussi. C'est primaire et secondaire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas une raison que de dire, écoutez, nous sommes une organisation publique, on ne s'occupe que du public. Je pense qu'il va falloir coordonner l'action au niveau du privé. Cela dit, moi je veux quand même y mettre un bémol. Moi je ne peux pas créer une école et attendre une école privée. J'ai mes dividendes, j'ai mes recettes, et attendre que ce soit l'État qui m'apporte le kit sanitaire pour laver les mains pour le personnel et les élèves. Ça, je ne peux pas le faire. Je pense qu'il appartient
à chacun des fondateurs d'écoles d'initier cette action. Il s'agit de responsabilité. Lorsque vous créez une école, c'est votre responsabilité d'abord. Ça, c'est le principe. La mine, c'est le principe. Mais les élèves qui y vont n'appartiennent pas aux écoles privées. Là-dessus, on est bien d'accord. Voilà. C'est pourquoi donc, je dis, l'éducation, c'est l'État qui le gère. Oui. Mais lorsque vous créez une école privée, vous avez créé une entreprise. La mine, l'information et les médias, qui gèrent ça en Guinée? Nous avons un ministère de l'information. Tu n'as pas attendu ces gens pour venir nous mettre des kits ici. Ça, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Les travailleurs qui viennent ici sont sous votre responsabilité. Lorsqu'il y a un enjeu de santé, c'est à vous d'abord de devoir le prendre. En terminant, pour parler de l'INRAP. L'INRAP, il ne faut pas se voiler la face. C'est devenu aujourd'hui un instrument totalement désuet. J'ai même envie de dire moribond. Parce qu'ils ne produisent plus. Ouais, la recherche qui est menée auprès de la recherche pédagogique. Il n'y a pas de recherche pédagogique autour de ça. Lamine, je vais terminer. C'est important l'INRAP. Je n'ai pas dit le contraire. Je pense même, non. Je pense, Lamine, je pense que c'est une des meilleures idées que de parler de l'INRAP aujourd'hui. Notre société est en train de se découdre. On ne connaît que l'Europe. Oui. On est attiré que par ça. On ne connaît même pas notre histoire. Lamine, ils sont en train de dire notre histoire a été truquée. Je vais terminer par ça. Vas-y, mon cher. Notre histoire a été truquée, mais c'est grâce à la recherche menée par l'INRAP qu'on peut sortir des éléments pédagogiques pour la petite enfance, pour le primaire, pour le secondaire. C'est la vocation de l'INRAP. Regardez les grands insolents de Facebook aujourd'hui là. Regardez le militantisme au sein. Mais ce sont des éléments qui doivent dicter le contenu des apprentissages désormais. Je pense que l'INRAP doit être ressuscité parce que ça fait longtemps que l'INRAP est dans le coma. Il faut aller lui brancher des... Comment ils appellent ça? Ceux qui pompent le cœur. On l'amène en réanimation. En réanimation, voilà. Il faut réanimer l'INRAP, lui donner un nouveau sang et apporter toutes les ressources qu'il faut, à mon avis, et donner un nouvel élan à l'éducation guinéenne. Parce que, on est dans une sorte de mimétisme total. Nous qui voulons cette émancipation, cette indépendance. Et on ne peut pas construire une nation sans une éducation qui le cœur de côté, s'il te plaît. Allez-y, Jacques Lewaleno. Mais si c'est une histoire de cœur, allez-y, Jacques Lewaleno, s'il vous plaît. Voilà. Je vais d'abord revenir sur le volume horaire, parce que on a bien compris, on a écouté Dr Bano là-dessus. Il a semblé nous faire comprendre qu'il y a des dispositions qui sont prises. Il y a du banoïsme dans ce studio. Au niveau, non, je suis en train de rappeler ce qu'il a dit et dire mon avis, parce qu'il a dit que les dispositions vont être prises au niveau des directions de chaque école pour voir dans quelle mesure les horaires perdus peuvent être récupérés. Pour le public, on peut naturellement comprendre, parce qu'il y a des horaires qui ont été perdus pendant plusieurs mois. Des enseignants étaient à la maison, mais ils percevaient leur salaire. Et il n'y a pas de problème. Donc, on ne leur dira que de récupérer les heures perdues et comme ça, ils continuent à percevoir leur salaire. Bien entendu, je sais qu'il y aura une organisation qui va permettre aux enseignants des classes inférieures, donc des classes qui n'ouvrent pas maintenant là, d'évoluer aussi au niveau des classes d'examen, si bien entendu, ils ont le niveau pour accompagner, n'est-ce pas, les candidats. Ça peut être réglé. Mais au niveau du privé, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, il y a ces enseignants qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. On leur dit, les classes qu'ils détenaient, il faut qu'ils se retrouvent désormais au lieu d'une classe, ils se retrouvent désormais avec 3 classes. Donc si c'est 2 heures de cours par semaine, finalement c'est 6 heures de cours par semaine. Ça veut dire que son travail augmente. Finalement, son salaire qui devrait être payé n'a pas été payé. On augmente son travail. C'est seulement le travail augmenté qui va être payé. Ça, si bien entendu, les fondateurs comprennent cela. Parce qu'ils ont passé du moment avec l'argent des gens. Il faut qu'à un moment donné qu'ils dépensent. Parce que c'est une dépense aussi qui est créée pour ces fondateurs-là. Forcément. Aujourd'hui, les classes vont être démultipliées. Forcément, les horaires augmentent pour chaque enseignant qui évolue à ce niveau-là. Il faut forcément débourser de l'argent pour prendre en charge, n'est-ce pas, ces enseignants, qui sont déjà d'ailleurs en grève, en tout cas pour certains, même si le département a tendance à minimiser. À minimiser. Oui. Il a aussi raison lorsqu'il dit qu'il y a des enseignants du public qui y vont. Oui, il y a des enseignants du public qui prennent des heures là-bas, mais ça n'a rien d'anormal cela. Lorsqu'un enseignant a du temps pour aller donner les cours au privé, je crois que arrondir la fin du mois. On ne peut pas arrondir la fin du mois parce qu'il y a encore le niveau du salaire qui reste bas, quoi qu'on dise, même si Souma s'est beaucoup battu pour obtenir un certain nombre d'avantages.
Maintenant, pour ce qui est des réformes, ça... Mais comment comprendre qu'il relègue ça, je veux dire, à la deuxième place? Je parle de cette contestation, de cette grève. Non, parce qu'il n'y croit pas, hein. Parce qu'à nous dire quand même en direct, mais il faut être culotté quand même pour dire non, mais il ne faut pas donner de l'importance à ça et tout ça. On va voir ce qui va se passer dans la journée. Bah ouais. Mais il ne doit pas reléguer ça au second rang parce que il ne peut pas dire que ça relève des fondateurs. Justement. Ce ne sont pas des boutiques. Ouais. Une boutique que quelqu'un gère dans son quartier, c'est pour lui, il y met ce qu'il veut dedans. Ouais. Les écoles privées, ce sont vraiment des écoles de la République. Donc, il ne faut pas regarder ça de derrière. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Lorsqu'il n'y a pas cours, alors que vous avez des candidats aux différents examens. Vous avez ceux qui préparent le brevet, vous avez ceux qui préparent le baccalauréat. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, non, c'est les fondateurs, nous ne pouvons que les accompagner. Ils n'ont qu'à se débrouiller à faire, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent. Je pense que ça, Dr Bano ne peut pas minimiser ce qui peut se passer, n'est-ce pas, dans les écoles privées. Même si c'est 2 écoles privées seulement. Et là, j'insiste bien là-dessus. Même si c'est seulement 2 écoles privées qui vont subir, n'est-ce pas, les effets de la grève de ces enseignants, c'est un élément à prendre en compte. Parce qu'il y a des élèves qui évoluent là-bas et qui vont être soumis à la même évaluation. J'ai jamais vu un ministre qui peut faire qui a fait l'unanimité comme Dr Bano. À la même évaluation que d'autres élèves qui évoluent au public. Je crois que c'est une erreur de communication. Il ne faut pas minimiser cela. Du tout. On va avoir des difficultés. Il y aura en tout cas une dizaine d'écoles privées qui vont avoir des difficultés, qui vont ressentir les effets de la grève des enseignants du privé. Il ne faut pas minimiser cela parce qu'il y a des élèves de la République qui y évoluent. Justement. Maintenant, pour le reste des réformes, je suis d'accord avec lui. Bon, il vient d'arriver. Nous attendons qu'il fasse vraiment quelque chose parce que les réformes ne peuvent pas se limiter à l'organisation du système éducatif. Il faut aller à l'intérieur des programmes. On ne peut pas continuer à enseigner à nos enfants ce qu'on nous a enseigné, nous, ou alors ce qu'on a enseigné à nos grands-parents. Ils étaient là déjà au début des années 60. On leur disait c'était quoi la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les mêmes programmes continuent. Il va falloir réadapter, n'est-ce pas, les programmes à l'actualité. C'est mieux. Allez-y, Moussa. Juste pour vous dire, Lamine, mettez le cœur de côté lorsque vous parlez. Alors, moi, je veux juste vous dire... mais c'est le principe, hein, ça vaut autant pour vous. Alors, bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais je ne parle pas avec le cœur, sincèrement parlant. Non, mais quand vous êtes trop sentimentaliste. Non, ce n'est pas une question d'être sentimental, Moussa. Sincèrement, je ne connais pas du tout les noms que j'ai appelés ce matin, mais je ne peux pas comprendre qu'on se dise, ok, il y a des catégories, que ces enseignants du privé. Tu vois, Tom, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment, ils étaient obligés de se greffer un petit peu à Souma parce qu'ils se disent qu'ils sont écoutés à 6 le SLEG. Je peux pas comprendre ça, mais ce n'est pas des sous-guinéens. Je suis désolé. C'est dans ce sens que je parle justement. Sur ce plan, nous sommes d'accord. Donc Bano, c'est ça. Au-delà de ce qu'il a pu dire, je sais que sur le terrain, il fera tout pour ne pas que son bâton de feu... Je l'espère. Parce que c'est un piège. Oui, pour ne pas que ceux qui le conseillent ne pas écouter les enseignants du privé, c'est un piège. Sincèrement. Il va les écouter pour ne pas que son bâton de feu se confonde à cette grève liée aux écoles privées. J'espère qu'il va agir à temps. Bien, allez-y Tamba. Alors ce que je souhaitais dire, c'est que c'est peut-être très rapidement, c'est de dire il faut peut-être que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation crée un cadre de dialogue et de discussion entre les fondateurs d'une part et les enseignants. Je pense qu'il peut procéder à cela. Tu as dit quelque chose, de faire le toilettage, c'est important. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des écoles clandestines quand même. Qui ne sont pas reconnues par le département, c'est bizarre. Je pense que ce travail va forcément arriver avec Dr Bano. Et la dernière chose... Il y a des écoles ici qui préparent des candidats et qui les envoient dans d'autres écoles. Il y a ça aussi. Et donc je voulais terminer en disant, Lamine, notre société ne voit peut-être pas le risque. Le risque que nous sommes en train d'encourir parce que tout simplement, on ne veut pas créer nous-mêmes la connaissance que nous devons consommer. On préfère consommer cette connaissance qu'on nous envoie d'ailleurs. Tenez-vous bien, les manuels en Europe aujourd'hui, dès la petite enfance à l'école maternelle, vous trouvez des manuels où on enseigne aux enfants ce qu'on appelle homosexualité, ou ce qu'on dit aux enfants, vous êtes libre de choisir votre sexe quand vous serez grand. Un jour, si nous-mêmes nous ne produisons pas notre savoir, ce sont ces manuels qui vont venir chez nous et c'est ce qu'on risque d'enseigner
à nos enfants. Quand on le dit aujourd'hui, on pense peut-être que c'est très fou. Mais demain n'est pas loin. Ça peut arriver très très vite. Il faut que l'Afrique se réveille pour produire elle-même la connaissance qu'elle souhaite transmettre à ses enfants, et c'est comme ça qu'on se construit. Voilà, si vous le voulez. On va faire un débat après, plus tard peut-être. Tout est parti d'ici quand même. Voilà. L'écriture et tout. Donc on peut inventer notre propre, nos propres manuels, prenant en compte bien entendu nos exigences et des manuels qui s'ouvrent à la modernité. Voilà, ça ne m'étonne pas qu'il ait de Forêt-Carrière. Le roi Nabi a parlé ce matin. Dans la deuxième partie, nous irons à Cancan, mesdames et messieurs. Là, de ce côté des Remous, me dit Tambazakari Milimo. La jeunesse ne décolère pas. La capitale de Nabaya donc entre en ce lundi, donc dans sa deuxième semaine de protestation. On en parle dans la deuxième partie de l'émission, et puis on va sillonner aussi quelques écoles avec nos correspondants sur place, sur le terrain, pour faire le constat. On revient à 10h. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.